Nous allons à présent aborder un autre sujet, celui concernant Isiaka Ouattara, alias Ouattao, qui est décédé, parti pour des soins aux États-Unis où il séjournait depuis le 12 décembre dernier. Ouattao n'a pas survécu au mal qui le rongeait. Retour sur le portrait de l'homme avec Roger Appé. Les forces armées de Côte d'Ivoire, FACI, sont en deuil. Isiaka Ouattara, celui qu'on surnomme Ouattao, a tiré sa révérence à l'âge de 53 ans dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Il avait été évacué en urgence aux États-Unis pour des soins intensifs suite à un diabète, une maladie qu'il traînait depuis plusieurs mois. Isiaka Ouattara occupait jusque-là la fonction de commandant rattaché à l'état-major général des armées. Il a même été nommé en décembre 2019 colonel-major de l'armée de terre de Côte d'Ivoire alors qu'il était sur le lit d'hôpital. Ces éléments sous ses ordres ne le reverront plus jamais puisqu'il a retiré pour toujours son treillis de commandant. Militaire depuis la fin des années 80, Ouattao était un lieutenant-colonel bien connu des Ivoiriens pour avoir été au premier rang pendant la crise post-électorale de 2010. Mais son histoire commence bien avant. En 1999, il fait partie d'un groupe de militaires qui soutient la prise de pouvoir du général Robert Gueye lors du coup d'État de décembre 1999. Il figurait parmi la garde rapprochée de ce dernier avant d'être accusé de vouloir renverser le général. En septembre 2002, Ouattao fait partie des figures militaires de la rébellion armée du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, MPCI. Après l'échec du putsch, Ouattao va rejoindre la ville de Bouaké, une zone contrôlée par les Comzones. À Bouaké, Ouattao dirige une unité surnommée Anaconda. En 2011, le président Alassane Ouattara accède au pouvoir. Il est nommé commandant avec pour mission la sécurisation des quartiers sud de la capitale économique et les entreprises du port. Il a ensuite été nommé respectivement commandant en second de la garde républicaine et commandant du Centre de coordination des opérations décisionnelles CCDO. Aujourd'hui, la maladie a eu raison du colonel-major et l'a obligé à déposer à jamais les armes pour l'ultime voyage sans retour. Le colonel-major Isiaka Ouattara a rangé l'arme à gauche. Il a été arraché donc brutalement à l'affection des siens. Autour de son rappel à Dieu, une polémique s'est emparée de l'opinion, celle d'une thèse d'empoisonnement. Alors, d'abord, je voulais souhaiter mes condoléances à la famille d'Isiaka Ouattara, d'Iwatao, et à l'armée ivoirienne aussi. Mais ce qu'il faut dire concernant le décès lui-même, j'ai trouvé indécent, personnellement, qu'on essaie d'épiloguer sur le sexe des anges à ce niveau. Quelqu'un qui décède chez nous en Afrique, d'abord, il faut prier pour son âme et tout cela. Il a été dit, quelque part, certains opposants qui ont balancé qu'il aurait été empoisonné. J'ai trouvé ça indécent, parce que là, on ne peut pas balancer une telle information au moment où tout le monde en pleure. Et le dit même est quand même dangereux. Ceux qui disent qu'il a été empoisonné, ont-ils les preuves? Parce que là, on sera obligé de leur demander des preuves. Moi, j'ai trouvé ça indécent, personnellement. Voilà. Aristide? Oui, je travaille depuis 30 ans avec des mots sur des faits. Est-ce que le colonel Ouattao était-il malade? Oui ou non, il était malade. Et depuis, pas seulement dans le reportage, on dit depuis des mois, mais je crois qu'il y a plusieurs fois, il y a quelques années même, il allait plusieurs fois aux États-Unis pour des soins. À une certaine époque, il avait même du surpoids, où on avait parlé de son genou et tout ça. Comme a dit Bamba, personne n'a... Et les gens parlent d'autopsie, mais quand vous mourrez à l'hôpital, il n'y a pas question d'autopsie. C'est quand vous mourrez à la maison qu'on fait une autopsie. Donc, il faut que les gens comprennent que Ouattao lui-même ne serait pas heureux s'il était vivant de voir qu'on traite sa dépouille de cette façon. Il n'est plus de ce monde. Même si les gens avancent des thèses, on ne va pas le faire revenir. Maintenant, il faut que l'on prie plutôt pour le repos de son âme. Je voulais préciser quelque chose. Le diabète est une maladie qui découle de ce qu'on appelle le phénomène de la glycation des cellules. Ça veut dire quoi? Ce sont des maladies dites de la civilisation déterminées par une université américaine qui s'appelle l'université Lina Loma.
de Californie, Linda Loma de Californie, qui dit que ces maladies, dont le diabète, l'hypertension et autres, c'est des maladies qui n'existaient pas avant et qui sont des maladies dites de la civilisation, qui sont apparues parce que nous ne mangeons pas bien. Parce qu'en réalité, nos aliments qui sont bouillis à des degrés très élevés sont donc transformés à des cadavres d'aliments que nous avalons. Et comme le corps est bio et qui n'est pas capable de transformer, de traiter ces aliments, il y a une partie qui sort, il y a une partie qui reste. Et comme souvent c'est l'amidon qui est transformé, les cellules sont glyquées. Et aujourd'hui, on ne parle plus de taux de glycémie, même en Europe, on parle de taux d'hémoglobine glyquée. Et le diabète est tellement dangereux qu'il se développe à une vitesse que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, aujourd'hui, il y a un chercheur ivoirien, Dr Gabriel, qui a mis au point un phénomène pour rompre la glycation. Donc, je voudrais profiter de ce moment pour dire aux uns aux autres de faire très attention. Dans l'alimentation, les gens sont en train de retourner au bio. Au lieu de rester là à parler des thèses qui ne nous amènent nulle part, parce qu'on n'a même pas la preuve, juste parce qu'on veut distraire l'opinion, il y a des problèmes sérieux. Distraire et discréditer aussi le régime en place. Le régime en place, ce n'est pas utile. Parce que l'image que vous jetez sur votre gouvernement, sur votre pays, mais à l'international, on vous regarde autrement. Et puis les gens en rigolent parce qu'on ne peut pas, les services qui ont pris le colonel-major ici pour l'amener jusqu'aux États-Unis, c'était quand même des médecins chevronnés. Aux États-Unis, c'est de la médecine pointue. Donc, tant qu'on n'a pas ce message venant de ces hôpitaux, on ne peut pas le dire. Donc, faisons très attention à ce que nous mangeons, faisons très attention à notre cadre de vie. C'est pour ça que quand un gouvernement travaille à vous donner un cadre de vie, il faut être plutôt heureux. Parce que vous pouvez être avec quelqu'un, je touche du bois, la minute qui suit, il tombe parce qu'il a un infarctus du myocarde ou alors il a un accident vasculaire cérébral. Pourquoi? Parce que lorsque ces déchets se déposent, souvent ça se dépose dans les veines et ça devient dur, c'est du mauvais cholestérol. Et comme le cœur est l'organe qui pompe par le phénomène de diastole et systole à 80 pulsions par minute, il continue de pomper. Et comme les veines sont obstruées, il y a un phénomène de refoulement qui bloque le cœur, c'est la crise cardiaque. Ou alors, dans les vaisseaux qui deviennent très petits, ça craque et quand ça craque, le sang coule et vous avez l'hémorragie. Donc, faisons très attention au diabète, à l'hypertension artérielle, mangeons bio au lieu de venir spéculer sur le décès de quelqu'un alors qu'on devait plutôt prier pour... Une autre polémique, celle autour d'une... supposée perquisition au domicile ou dans les résidences de Isiaka Ouattara, du colonel-major Ouattao. Vous en avez entendu parler? Bien sûr. Alors, je pense que moi, je vais m'en tenir au communiqué de l'état-major et puis à la déclaration du porte-parole du gouvernement, M. Sidi Temoko Touré. Selon le gouvernement, selon l'état-major, c'est une pratique qui est courante dans l'armée. Quand un officier arrive à mourir, mais on va récupérer les éléments sensibles, les éléments militaires sensibles, pour éviter que d'autres personnes s'en servent pour d'autres choses. Donc je m'en tiens à cela. Donc c'était ça l'objet de la présence des soldats. Ça a été comme ça partout, voilà, dans le monde. Puisqu'il est militaire, il a des équipements militaires chez lui, il faut qu'on sécurise ces équipements. Et c'est tout à fait normal. Puisque, vous savez, la sécurité d'un État, la sécurité même des personnes, des voisins et autres. Vous savez, très rapidement, quelqu'un a dérobé un pistolet, quelqu'un, ainsi de suite. Donc, très rapidement, on sécurise ça. Ce n'est pas une perquisition en tant que telle, mais c'est une pratique, c'est une routine et qui fait partie du fonctionnement normal d'une armée républicaine. Un mot de sport football, l'international sénégalais Sadio Mané a été sacré Ballon d'Or africain 2019. Cette semaine, une distinction décernée par la Confédération africaine de football au meilleur joueur africain de l'année. C'était à Hurghada, en Égypte. On suit ce reportage et on en parle juste après. African Player of the Year 2019, Sadio Mané. « 2019 est la bonne pour Sadio Mané. Nominé 3 fois d'affilée au Ballon d'Or africain, il a finalement été sacré hier soir meilleur joueur africain devant Mohamed Salah et Riyad Mahrez. C'était au cours de la cérémonie des CAF Awards organisée au Caire en Égypte. Il devient ainsi à 27 ans le deuxième Sénégalais à remporter ce titre après El Hadj Diouf en 2001 et 2002.
Je suis juste très heureux. Sincèrement, je suis très heureux, très fier de remporter cette récompense. Comme je l'ai dit, je viens de loin. Évidemment, je voudrais remercier mes coéquipiers en sélection, Liverpool et tous mes coéquipiers. Après une saison exceptionnelle qu'il a vu prendre part au sacre de la Ligue des Champions, remporter la Supercoupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs et être élu co-meilleur buteur de la Première Ligue de la saison 2018-2019, le nouveau Ballon d'Or africain reste sur sa fin. Arrivé en finale de la CAN 2019, avec les Lions du Sénégal, il reste enthousiaste pour les prochaines années. On va essayer de bosser plus encore pour revenir l'année prochaine et pourquoi essayer de ne pas gagner encore une fois. Outre le titre du Ballon d'Or africain, cette cérémonie a également récompensé le meilleur espoir et le meilleur entraîneur africain. Cette année, c'est le Marocain Achraf Hakimi du Borussia Dortmund qui remporte le trophée du meilleur espoir et Djamel Belmadi, sélectionneur de l'équipe nationale de l'Algérie, qui a raflé le titre du meilleur sélectionneur africain de l'année pour avoir remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Nous venons d'entendre Sadio Mané, connu pour son humilité lors de cette cérémonie, marquer toute sa joie. Messieurs, vous pensez que Sadio Mané mérite ce ballon d'or africain? Il mérite même mieux. C'est le meilleur joueur de la planète pour l'année 2019. C'est vrai? C'est vrai. Bamba, vous le pensez aussi? Je suis d'avis, c'est amplement mérité. C'est clair que Sadio Mané a des statistiques assez importantes. Alors, faut-il rappeler qu'il a été classé 4e au classement mondial du Ballon d'Or devant l'Égyptien Mohamed Salah, son coéquipier l'Algérien Riyad Mahrez. Comment? Un classement que nous on conteste. Absolument, on aura le temps d'en parler. Ouais. Alors, justement, les deux autres finalistes de ce Ballon d'Or africain, Mohamed Salah, Riyad Mahrez, ont créé une certaine polémique parce qu'ils se sont leur absence a été remarquée à cette cérémonie d'attribution du Ballon d'Or. C'est une absence que vous comprenez? Pour Mahrez, ça peut se comprendre, puisque, on ne sait pas, peut-être Manchester ne l'a pas libéré, mais si Salah qui joue dans la même équipe que Mané, et que Mané se déplace, que lui ne se déplace pas, alors que les deux précédentes éditions, Mané était nominé, et il est venu quand même, et c'est pour ça qu'Eto'o a dit à la fin, tu es un bon perdant. Tu es un bon perdant. Ah, vous pensez qu'il faisait allusion à l'absence Oui, mais c'est un discours, c'est une image, c'est une métaphore. Tu es un bon perdant. Nous sommes en Égypte, chez Salah, et chaque fois où Salah a gagné, Mané était nominé, il joue dans la même équipe. Si on a libéré Mané, c'est qu'on peut aussi libérer Salah. S'il n'est pas venu... c'est un choix, vous pensez? C'est un choix, et comme Mané aussi n'était pas parti pour le Ballon d'Or FIFA. FIFA, oui. Ouais. Bamba Idriss, oui, vous comprenez l'absence de... Ah non, c'est difficile de comprendre. Comme il a dit, on ne peut pas être coéquipier et puis ne pas être présent, surtout que la cérémonie s'est déroulée en Égypte. Et ça, les gens comprennent ça difficilement. C'est un manque de solidarité. Alors, manque de solidarité, il y a eu, à plusieurs reprises, il y a eu des problèmes entre Sadio Mané et Mohamed Salah. Un jour, ils se sont même échangés, disaient certains observateurs, des mots assez durs. Comment vous entrevoyez la suite de cette collaboration au sein de l'équipe de Liverpool? Je voudrais, Ali, apporter... Ils n'ont pas échangé de mots durs. C'est que... C'est ce que certains observateurs ont laissé entendre. Je te rappelle la scène. Je suis tellement fan du foot que j'aime beaucoup... Ça se voit. Oui. Et donc, en fait, c'était au coup d'un match, je ne sais pas contre quelle équipe, et Mané, par 2 ou 3 fois, attendait que Salah lui fasse la passe, était bien placé pour marquer le but, et Salah ne lui a pas fait la passe. Il s'est énervé, et comme on le sortait du terrain, il s'est énervé jusqu'au banc de touche, et finalement, ça s'est arrangé, et le coach lui a demandé « Est-ce que tu as parlé avec Salah ?» Il dit « Oui, on a arrangé. » Et puis, il a même banalisé. Il a dit « Non. » Mais en réalité, ce qu'on reproche à Salah, c'est un joueur formidable, mais on lui reproche son égoïsme sur le terrain. Et là, en ne venant pas en Égypte, chez lui, accueillir son coéquipier, qui lui s'était déplacé à Dakar. À Dakar. Au moment où Mohamed Salah recevait son prix. On trouve ça, c'est cela qu'on reproche à Salah. Mais sinon, c'est un joueur formidable, un très bon joueur, un Africain dont nous sommes fiers, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est une histoire africaine. Il n'est pas question pour nous de mettre en palabre nos enfants. C'est juste un constat. Et comme ce sont nos petits frères, on a besoin de lui dire, Salah, non, la prochaine fois, il faut aller accompagner ton frère et que la prochaine fois, ton frère aussi t'accompagne. Un autre constat fait à l'attribution de ce prix, aucun Ivoirien nominé cette année, c'est quelque chose que vous comprenez, que vous acceptez? Ah oui, ça peut se comprendre, parce que, bon, pour être à ce niveau... Attention, il y a dans le... Non, dans le 11, dans l'équipe type, il y a Serge Aurier. Je veux parler dans le nominé du Ballon d'Or. Ah, d'accord.
Non, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Quand on fait le palmarès, on constate que les Ivoiriens n'ont pas réellement brillé l'année écoulée. Hein. Donc, on n'est pas surpris. Moi, je ne suis pas du tout surpris. Aristide, pas surpris? Oui, pas surpris parce que c'est les stats qui parlent. C'est pour ça une société des valeurs, une société du travail. Ce n'est pas ta tête qui nous intéresse. Ce sont les performances. D'ailleurs, pour revenir aux performances, pour faire une petite digression, j'ai lu une interview accordée à l'AFP par le porte-parole du gouvernement qui parlait du programme, budget-programme pour améliorer les performances. Donc, la notion de performance est importante. Oui. Donc, dans une société où il y a un système de valeurs, on regarde Ali, on regarde les performances d'Ali, on regarde le nombre de... On fait le média, comment on appelle ça, pour voir le nombre de téléspectateurs. La médiamétrie. La médiamétrie pour regarder le nombre de téléspectateurs qu'il y a à Ali. Aristide passe, c'est 2 téléspectateurs qui le regardent. Ali passe, c'est 100 000 téléspectateurs. Pourquoi voulez-vous qu'on donne le trophée à Aristide qu'on ne donne pas à Ali? À partir de ce moment, ce n'est pas la tête, c'est pas parce qu'on aime Ali, mais parce qu'on reconnaît le travail d'Ali. Voilà la réalité. Donc, si on n'a pas reconnu des Ivoiriens cette année, c'est parce que non seulement ils n'ont pas joué dans des clubs, ils n'ont pas eu la chance de jouer dans des clubs qui ont eu des performances, et eux-mêmes, même si vous avez des très grandes performances dans vos clubs et que les clubs ne gagnent pas, à partir de ce moment, il y a un problème. Vous ne pouvez pas gagner des trophées au plan continental. Nous sommes juste nostalgiques des époques Didier Drogba, Yaya Touré, où des Ivoiriens portaient très haut le drapeau de la Côte d'Ivoire à ce niveau-là des compétitions africaines. Et vous voyez que chaque année où ils ont gagné ce trophée africain, ils étaient soit champions dans leur club. Yaya Touré avec Manchester City, voilà. ou avec le Barça. C'est ça aussi l'avantage de jouer dans des grands clubs. Quand vous êtes un grand joueur, il faut toujours rêver de jouer avec les grands pour pouvoir gagner les lauriers. Alors on termine cette émission en parlant de géopolitique avec notamment l'assassinat à Bagdad du général iranien Qassem Soleimani, émissaire de la République islamique d'Iran sur ordre de Donald Trump, qui a ravivé donc la crise entre l'Iran et les États-Unis, alors que l'Irak dit redouter une guerre dévastatrice sur son sol. Le guide suprême iranien Ali Khamenei et le président Hassan Rouhani ont appelé à venger cette mort et cette réaction ne s'est pas fait attendre. L'Iran a riposté 5 jours après Téhéran a attaqué 2 bases militaires américaines en Irak. Pas de bilan officiel. L'Iran a tiré ce mercredi des missiles sur des bases abritant des soldats américains en Irak, en représailles à l'assassinat par Washington du général Qassem Soleimani. Une riposte attendue qui marque une escalade qui pourrait entraîner la déflagration dans la région. Ce 8 janvier, une douzaine de missiles iraniens se sont abattus sur 2 bases américaines en Irak. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, qui avait promis de venger la mort du général, menace également de frapper Israël et les alliés des États-Unis dans la région. Ce grand guerrier, ce grand leader dans la lutte contre le terrorisme, cet ennemi essaye de le traiter de terroriste ? Les Américains qui sont injustes, les Américains qui sont des menteurs, les Américains qui sont des brutes, les Américains dont la parole ne veut rien dire. Ils essayent de faire cela. L'Iran les a frappés en plein visage. La nuit dernière, une gifle a été infligée. En réaction, le président américain a annoncé de nouvelles sanctions économiques contre l'Iran. Dans une allocution solennelle à la Maison-Blanche, Donald Trump a répété qu'il ne laisserait pas le pays se doter de l'arme nucléaire et s'est félicité du fait que les frappes n'aient fait aucune victime. Insistant sur la puissance militaire américaine, mais dit être prêt à embrasser la paix. Nos missiles sont gros, puissants, précis, mortels et rapides. En construction, nous avons beaucoup de missiles hypersoniques. Le fait de disposer de cette grande armée et cet équipement ne signifie pas pour autant que nous devons les utiliser. Nous ne voulons pas les utiliser. La puissance américaine, tant militaire qu'économique, est le meilleur moyen de dissuasion. Le président américain a également lancé des appels en direction de ses alliés. Il a notamment exigé que les Européens quittent l'accord sur le nucléaire de 2015 et a demandé à l'OTAN de s'impliquer beaucoup plus au Moyen-Orient. Les présidents turcs Recep Tayyip Erdogan et le russe Vladimir Poutine ont appelé ce jour toutes les parties à agir avec retenue afin de mettre fin à l'escalade entre les États-Unis et l'Iran. Tous les observateurs craignent une escalade de la violence. Non, il n'y aura pas d'escalade. Pourquoi? Parce que vous avez vu que tout le monde a mis bas la tête, même les Iraniens ont demandé que la situation se calme. Ce qui se passe avec l'Iran et les États-Unis, c'est que, comme je l'ai dit, quand vous allez en guerre contre quelqu'un, il faut que vous soyez sûr que vous avez la force nécessaire avant de l'affronter. Si vous n'avez pas la force, vous devez ruser. Or, il se trouve que le monde
est disposé de telle sorte qu'il y a des aînés qui protègent les plus petits. Et l'Iran ayant déclaré publiquement qu'ils veulent effacer Israël de la carte du monde, à partir de ce moment, les États-Unis ne peuvent pas permettre à l'Iran d'avoir l'arme atomique. Et quand il y a eu l'accord sur le nucléaire, on a permis à l'Iran de travailler sur l'uranium non enrichi pour des besoins énergétiques. Vous savez, pour les centrales, on a besoin de l'uranium. Mais les États-Unis, de leur position, et je crois que Donald Trump l'a dit tout à l'heure, ils ont la capacité de savoir comment vous évoluez. Parce que le monde est surveillé, même à partir des États-Unis. Donc, ils sentent que les Iraniens, malgré qu'on leur donne l'occasion de travailler sur un uranium non enrichi, essayent de tricher un tout petit peu. Donc, ces frappes, c'est pour dissuader l'Iran d'aller plus loin. Mais comment on en est arrivé justement à cette décision de Donald Trump de mettre fin à la vie du général Soleimani? C'est à partir des informations à sa possession. Et vous savez qu'en matière de sécurité, ce qu'on appelle la proaction, il faut être proactif. C'est-à-dire les Américains, de là où ils sont, contrôlent le monde et savent exactement, ne veulent pas se faire surprendre. Vous savez, ils ont été surpris déjà par la destruction des tours en 2001. Et vous avez vu même en France, on a souvent été surpris par Charlie Hebdo, l'attaque, par les attentats. Donc, sentant avec des informations à sa possession, il a voulu freiner quelque chose. Peut-être plus tard on nous dira c'était quoi. Mais je pense qu'il faut retenir que les décisions des États sont déterminées par leurs intérêts permanents. Et quand il s'agit de la sécurité de chaque pays, et surtout celui qui a la force, il ne rigole pas avec ça. Maman Idriss, que dites-vous de ces observateurs qui estiment que c'est une provocation de trop des États-Unis envers l'Iran? Oui, certains le disent. Bon, ça peut se comprendre parce que Donald Trump, en ordonnant à l'armée américaine d'assassiner le général iranien, j'estime qu'il est un peu trop fort. Parce que sans avoir l'avis du Congrès américain, il a décidé de façon personnelle. Je crois que le Congrès même l'a désavoué. Et ça, c'est à prendre en compte. Le Sénat aussi s'apprête à produire quand même une déclaration. Je pense que c'est ce qui a tout bouleversé. Hein. Et ici, la réaction de l'Iran peut se comprendre. Déjà, il y a eu un passif. Je crois qu'il y a les autorités iraniennes qui ont relevé qu'il y a quelques années, les États-Unis ont abattu un avion civil iranien et le bilan était environ 200 morts. Donc aujourd'hui, pour eux, ça n'est de trop avec l'assassinat du général. Donc il faut agir. Et là maintenant, nous sommes dans un combat de missiles, si on peut l'appeler ainsi. Et ça, je pense que ça risque de jouer beaucoup sur la paix mondiale. Combat de missiles, mais aussi guerre économique. Donald Trump a annoncé des sanctions économiques. C'est la seule façon de faire plier l'Iran dans les sanctions économiques. Vous savez que quand il y a sanctions économiques, c'est très dur pour le pays parce qu'ils ne peuvent plus exporter correctement, ils ne peuvent plus aussi recevoir correctement et ça fait que ça réduit la croissance et c'est le pays qui en pâtit. Mais je voulais revenir sur ce que disait Bamba Idrissa. Souvenez-vous, il y a plus de 70 ans, les 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Et c'est parce que les Japonais ont infligé 2 défaites quand ils se sentent en danger. Et c'est ça pour tous les pays. Et vous avez vu pendant la crise post-électorale ici, pour un Français, il y avait près de 2 hélicoptères qui venaient dans les quartiers les chercher parce que la vie humaine pouvait être sacrée. Pour un corps israélien, on a dû échanger des centaines de prisonniers palestiniens, pas récupérer juste le corps. Il y a des États qui savent ce que c'est que la vie humaine, la dignité humaine. Mais nous, on pense qu'on peut même jouer avec la mort de quelqu'un. On ne peut même pas honorer sa mémoire. On peut même inventer des choses pour... Les Américains ne jouent pas avec leur pays. Ils ne font jamais la guerre chez eux. Même Guantanamo, ils n'ont pas construit ça aux États-Unis. Ils ont construit ça ailleurs. Parce que chez eux, c'est sacré. Donc, si vous voulez provoquer un aîné, il faut être sûr que vous allez le frapper. C'est ça aussi le monde. Et ne détient pas la bombe atomique celui qui ne peut pas être calme. Et il a dit, nous avons les plus grands missiles supersoniques, mais nous ne les utilisons pas. Il faut que ceux qui utilisent ces armes soient ceux qui soient assez responsables. Et l'Iran, par ses déclarations, malheureusement, ne montre pas
qui sont assez responsables. Et que si on leur donne cette arme, ils peuvent rayer Israël la carte du monde. Et ça, l'Occident n'est pas prêt. D'accord. Revenons au président américain Donald Trump, qui est lui déjà mis en cause dans une procédure d'impeachment. Là, il est désavoué par le Congrès, vous l'avez dit tout à l'heure, dans cette affaire d'assassinat du général Soleimani en Iran. Finalement, Donald Trump voit son image écorchée de plus en plus. Ce n'est que l'image. Et l'image où? Pas l'influence? Pas l'influence. Pourquoi? Parce que l'Amérique vit une période de prospérité jamais égalée depuis plusieurs années. On dit peut-être que c'est sûrement la préparation qu'avait fait Obama, mais les signaux sont ouverts aux États-Unis. Il y a eu une reprise, il y a eu un relèvement des salaires, l'économie se porte bien. Mais comment vous pouvez imaginer que même pendant la campagne, face à Clinton, Hillary, on disait qu'il n'allait pas gagner, mais il a gagné. Comment vous pouvez imaginer que cet homme qui est si décrié, mais gagne chaque jour? L'image, c'est la perception, ce sont les représentations. Ça dépend de où vous vous situez. Même à l'intérieur des États-Unis, il a dévié la presse. Les médias ne l'aiment pas, mais lui, il tweet directement sur les réseaux sociaux. Voilà quelqu'un qui a bien compris comment on utilise les réseaux sociaux. Donc, Trump, s'il se présente, il va encore gagner. Et même l'impeachment ne peut pas marcher. Et vous savez que l'impeachment n'a jamais marché aux États-Unis. Même quand Nixon part, il part parce qu'il démissionne, mais ce n'est pas l'impeachment qui fait partie, mais parce qu'il se rend compte que... Parce que quand vous avez la majorité chez les représentants et que ce sont eux qui décident, mais vous ne pouvez pas partir. Et je peux vous dire, Trump n'a pas le langage politique, le langage policé, mais Trump fait plaisir aux Américains. C'est pour ça qu'il a dit « America great again ». Bon, Idriss. Je pense que son image, certainement, a pris un coup au niveau international et tout cela. Mais aux États-Unis, avec le système des grands électeurs, mais il ne faut pas être surpris qu'il soit réélu. Hein. Moi, j'étais aux États-Unis il y a 3 mois de cela. Bon, Trump, il n'est pas celui-là qu'on présente forcément au plan international. Il a encore une assise au niveau national aux États-Unis. Voilà, merci Aristide Nkenda, merci Bamba Idriss. C'est un plaisir. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est ici que prend fin ce 5e numéro de NCI 360. Nous avons passé en revue l'actualité d'ici et d'ailleurs. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.